Bonjour à tous, bienvenue dans ce Trendstalk. Nous allons parler d'énergie aujourd'hui, d'ingénierie aussi. On reçoit pour ça un expert réputé, professeur à l'ULiège, Damien Ernst, qui est aussi, on en parlera, entrepreneur. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, alors on vous a vu beaucoup ces dernières années, pour cause, parce que l'énergie était au cœur de l'actualité. Est-ce que c'est toujours le cas ? On a dit que l'inflation était contenue maintenant. Est-ce que pour l'énergie, on voit le bout du tunnel ou bien on aura des prix durablement élevés ? On est dans une sale situation au niveau de l'énergie. On ne peut plus parler de crise aiguë comme celle qu'on a vécue en 2022, mais on a cette crise, non sinon. On a quand même toujours un prix du gaz à 32, 33 euros par mégawattheure sur les marchés, alors qu'il est de 10, 12 euros au maximum en fait aux États-Unis. Donc vous voyez, on ne peut plus parler de crise énergétique, mais pour les industriels, on a quand même toujours un gaz qui est 2,5 fois, 3 fois plus cher qu'aux États-Unis. Donc, au niveau de notre compétitivité, moi je pense qu'on n'est pas en crise énergétique, on est en extrême crise énergétique. On est dans une situation où très clairement tout le tissu industriel européen, qui consomme beaucoup d'énergie, va mourir ou est déjà mort. Donc je n'aime pas quand on dit on est sorti de la crise, parce que d'un point de vue industriel, on est encore complètement dedans. Tout est fait, tous les marqueurs sont là pour tuer complètement le tissu industriel avec ce prix de l'énergie, et personne ne semble s'en rendre compte. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a raté une étape de diversification ? On s'est trop laissé obnubiler peut-être par certains dogmes ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, je pense que l'Europe, dans les années 90, était un continent riche, début des années 2000 était riche. Voilà, il y a eu un mouvement politique absolument catastrophique pour l'Europe, qui porte le nom de l'écologie, de la décroissance. Je suis moi-même un écologiste, mais voilà, c'est un mouvement qui a dit non à l'industrie, qui a dit non à la consommation énergétique, et qui a créé finalement en Europe toute une série de règles, de barrières régulatoires qui font en sorte que ce n'est plus possible d'avoir une électricité, une énergie abondante. Donc pour moi, on a vraiment, je respecte vraiment l'écologie. Encore une fois, je le dis, je suis un très très grand écologiste, mais il fallait aller vers une écologie technologique où on pouvait avoir beaucoup d'énergie décarbonée, pas chère. On a plutôt choisi la voie de contraindre en fait l'approvisionnement énergétique, et ça a fait crouler l'Europe. On voit bien depuis que cette écologie en fait s'est développée, il y a eu un décrochage complet en fait du PIB européen par rapport au PIB américain. Ça veut dire quoi, qu'on a misé sur le 100% renouvelable? Non, la réponse est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça, parce que regardez, les Chinois, ils misent aussi beaucoup sur le renouvelable, le PV, en fait l'éolien, le nucléaire aussi. Moi, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses rien qu'avec du renouvelable, du PV, de l'éolien, mais il faut bien le faire, en fait. Bien le faire, c'est quoi ? C'est mettre du photovoltaïque où il y a beaucoup de soleil, de l'éolien où il y a beaucoup de vent. C'est pas venir avec des règles européennes du style 3x20 qui ne veulent rien dire. C'est construire des grandes lignes électriques, des autoroutes de l'électricité comme les Chinois font. Ici, on le voit bien, on a ce dossier symbolique de la ligne du Hainaut, là, 80 km de lignes qui sont essentielles pour l'éolien offshore, qui n'avance pas. Enfin, rien n'avance, parce que chaque fois que vous voulez faire quelque chose, un peu industrialiser le pays, vous vous retrouvez face en fait à une montagne de législation, de normes écologiques. De rejet aussi citoyen. Mais le rejet citoyen, je pense que ça, pour moi, c'est un rejet qui est manipulé. Le rejet citoyen, quand vous avez une ligne qui est près de chez vous, vous n'avez qu'à racheter la maison 2 à 3 fois le prix. Ça ne coûte rien par rapport aux bénéfices de la ligne et tout se passe bien. Donc, je pense que c'est un rejet citoyen manipulé foncièrement par un mode de pensée en fait européen qui refuse la croissance, qui refuse l'industrie. L'ambition quelque part. L'ambition aussi, et voilà. Maintenant, je pense que c'est réussi. En tout cas, en fait, on pourrait presque dire, puisqu'on a voulu à un moment donné en Europe cette écologie de la décroissance, on l'a voulu. Il faut pas se leurrer. Quand vous venez avec des politiques énergétiques qui veulent en fait qu'on diminue la consommation énergétique, on l'a voulu. Je pense finalement qu'il faut reconnaître que là, au moins, l'Europe, elle a réussi quelque chose, quoi.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? Parce que là, on a eu un grand débat sur le nucléaire, par exemple. Hein, vous en étiez aussi, en tout cas, un partisan. En tout cas, vous étiez favorable à l'idée que l'on revoie la loi de sortie du nucléaire, notamment. Ça, c'est une piste qui est sur la table maintenant. Mais est-ce qu'il est encore temps de changer le cours des choses? Il est temps, mais il faut garder le cap. Enfin, le nucléaire, ce sont des outils industriels quand même d'une grande complexité. Bon, qui prennent du temps. Il faut le temps. Moi, je trouve que la filière nucléaire européenne, elle ne va pas bien, en fait. Elle ne va pas bien. Je connais beaucoup d'industriels dans le domaine du nucléaire. Je les trouve trop lents aussi. Ils ont aussi été un peu endormis parce que pendant des années, en fait, ce sont des organisations où on leur a empêché de construire des choses. On est venu avec beaucoup trop des normes de sécurité qui n'ont aucun sens. On est venu aussi avec des régulateurs du secteur nucléaire qui sont beaucoup trop lents, trop conservateurs. Donc il faut réformer ça en profondeur, y apporter de la fraîcheur, y apporter de l'enthousiasme. Beaucoup de structures que vous voyez qui s'occupent du nucléaire en fait en Europe, ce sont des structures qui n'ont pas du tout, vous voyez, ce management entrepreneurial, qui sont capables d'y aller. En gros, vous n'avez pas de Tesla ou de SpaceX du nucléaire en fait en Europe. En fait, des gens qui ont vraiment un esprit entrepreneurial. C'est toujours un peu, c'est comme si c'était un secteur un peu amorphe sur lequel on a tapé trop longtemps en fait, qui s'est un peu fonctionnalisé, totalement fonctionnarisé en fait comme secteur, et qui se retrouve aussi face à un régulateur qui vient avec des normes de sûreté nucléaire qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on pourrait faire au niveau technologique. Donc ça veut dire que la décision belge, par exemple, elle est bienvenue, hein, celle de sortir de la loi, elle est bienvenue. Mais elle va prendre du temps à être concrétisée. Elle va prendre du temps. Ils doivent se rendre compte en fait que toute l'industrie nucléaire, elle n'est pas super florissante. Les organisations, à mon avis, ne sont pas adéquates. Le régulateur n'est pas adéquat. Il y a énormément de travail à faire. Pour moi, le secteur nucléaire européen, c'est devenu, je vais très dur dans mes mots, une administration qui ne fonctionne pas. Est-ce que ça veut dire que le fossé avec les États-Unis, notamment, alors on connaît Donald Trump en plus maintenant et son drill, et cette volonté quelque part de faire fi des réglementations au profit de l'économie, que ce fossé-là, il va être impossible à combler? Le fossé va être impossible à combler. Maintenant, dans le secteur nucléaire, le régulateur, si je parle du secteur nucléaire, le régulateur américain fait quand même attention, mais j'ai quand même l'impression qu'il est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus pro-entrepreneur que le régulateur belge. Allez, vous auriez une idée de nouveaux réacteurs nucléaires. Vous levez, je ne sais pas, 1 milliard pour un small modular reactor. 1 milliard. Mettez sur la table 1 milliard. Beaucoup d'argent pour un entrepreneur, 1 milliard. Vous avez le meilleur entrepreneur du monde, les meilleurs employés du monde, les meilleurs ingénieurs du monde. Vous n'arriveriez pas à monter ce projet de réacteur nucléaire, à le faire fonctionner en moins de 15 ans en Belgique. Or, moi, je pense qu'une équipe sans régulateur, on ne l'emmerde pas, et elle va faire un objet de très, très grande qualité, elle peut faire le travail en 3-4 ans. Donc, le régulateur, la régulation, en fait, ces couches administratives, ces demandes que vous devrez faire, c'est devenu tellement lourd que vous allez même tuer tous les entrepreneurs du nucléaire. Et donc c'est aussi pour ça que même si vous voulez créer une industrie forte dans le domaine des small modular reactors, on en parle beaucoup en Belgique, c'est impossible parce que vous avez un régulateur qui vous empêche de le faire. Donc moi je trouve ça très bien, par exemple, que l'État belge soutienne en fait les small modular reactors. Bon, ils ont mis 100 millions sur la table, ils devaient mettre 1 milliard. Notamment avec le centre de Moll qui est actif là-dessus. Mais ça veut dire qu'ils doivent aussi travailler avec le régulateur et dire avec le régulateur, attends, là, est-ce que c'est vraiment justifié ce que tu mets? Là, tu réponds, si tu veux, en 4 mois quand il y a une demande de certification, quelque chose d'autre. C'est pas 4 mois, c'est 4 jours qu'il faut. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. C'est un secteur qui doit être remanagé en profondeur. Damien Arens, est-ce que la diversification reste la clé tant des sources d'énergie que des sources d'approvisionnement? Est-ce qu'on a
bien entamé. On en a beaucoup parlé quand on a été trop dépendant du gaz russe. Est-ce que ce chemin-là est aujourd'hui entamé? Oui, je pense qu'au niveau du gaz, la diversification arrive. Maintenant, vous avez beaucoup en fait, de production LNG qui arrive sur le marché. Le Canada arrive, l'Australie, le Qatar, les États-Unis aussi remettent des gros volumes sur le marché. Donc cette dépendance qu'on avait en fait, au gaz russe, elle a complètement disparu. On n'importe plus de gaz de la Russie, en tout cas par gazoduc. Par voie officielle, en tout cas. On dit qu'il y en a encore qui arrivent par l'Inde. En Europe, très peu. Ouais. Enfin, il y a d'autres pays qui apportent évidemment du gaz russe, mais en tout cas par pipe, là, on n'en importe plus. L'Ukraine est fermée, le passage par Nord Stream 1, Nord Stream 2 est fermé, par la Pologne, il est fermé, Turkish Stream, tout ça est fermé, donc on n'en importe plus. Maintenant, c'est vrai qu'on peut toujours importer d'autres produits, mais pas sous forme d'autres produits, des combustibles fossiles, mais pas sous forme de gazoduc. Maintenant, cette dépendance à la Russie, je ne la vois plus se recréer, même s'il y a une paix qui s'annonce, à mon avis, qui risque d'arriver avec la Russie. Par contre, je pense que quand même, d'ici quelques années, on va recommencer à réapporter du gaz par gazoduc de la Russie. Mais il y a eu un accord douanier signé entre les États-Unis et l'Union européenne. On ne va pas rentrer dans les détails de tous les éléments de l'accord, mais il y a un élément troublant, c'est que l'Europe s'engage à acheter pour 750 milliards, si je ne me trompe pas, d'énergie des États-Unis. Ça vous frappe, ça, ou pas? Est-ce que ça veut dire que là aussi, on se fait avoir, pour le dire platement? Là, je pense, j'ai bien analysé cet accord-là. Je suis en contact avec les meilleures analystes du monde au niveau de l'énergie. On est des groupes, comme tout le monde. Quand vous êtes des analystes, vous avez vos groupes Telegram, vos groupes WhatsApp, on discute. C'est beaucoup de. Et qu'est-ce qui se dit alors sur ces groupes-là? On a tous rigolé, quoi. On a vraiment tous rigolé. Dans quel sens rigoler? Déjà, le 750 milliards, la somme est beaucoup trop élevée. On n'achète pas pour ça de combustible fossile qu'on importe. Donc, la somme est trop élevée. Et puis, l'Union européenne, elle ne peut pas dire aux entreprises, on est sur un marché libéralisé, si vous n'avez pas une centrale d'achat Union européenne, vous pouvez faire des contrats bilatéraux avec le Qatar, avec l'Australie, avec qui vous voulez. Donc moi, je ne sais pas où on va aller acheter ces 750 milliards. C'est une loi de marché. Je peux comprendre que l'Union européenne peut, par exemple, interdire l'achat du LNG, et du pétrole russe et du charbon russe. Ça, je peux le comprendre. Mais elle ne peut pas interdire l'achat de charbon australien, de gaz du Qatar. Donc les entreprises vont faire ce qu'elles veulent et elles vont acheter au meilleur marché. Oui, ça restera au meilleur marché, parce qu'il y avait une interrogation sur le prix dans ce cadre-là. Et puis le pétrole américain, on parle beaucoup du pétrole de schiste américain, mais il faut savoir que c'est un pétrole extrêmement léger. Oui, c'est le pétrole qui doit passer au travers des roches de schiste, donc ce sont des petites chaînes, pas très longues, avec peu d'atomes de carbone. Donc on consomme aussi beaucoup de diesel. Là, c'est des longues chaînes. Donc les États-Unis ne savent pas exporter ce type de pétrole. Il leur en manque de ce type de pétrole. Il n'y a pas qu'un seul type de baril de pétrole. Vous avez des barils de pétrole de nature différente pour différents usages. Donc je ne vois même pas comment on pourrait même, avec la meilleure volonté du monde, n'importer que du pétrole américain, puisqu'ils n'ont pas les produits pétroliers qu'il vous faut, par exemple, pour vos camions, pour vos voitures diesel. Voilà. Sur vos groupes Telegram, vous dites que c'est juste un slogan ou quoi? C'est un slogan. Je pense que on est très clairement, en fait, on sait bien aussi que le président Trump a été un peu pris dans cette histoire avec Epstein et qui avait besoin, en fait, de venir avec des bonnes nouvelles. Donc voilà, qu'est-ce qu'il a annoncé? Il a annoncé cet accord douanier, les 15% de taxes. Les 600 milliards d'investissements, je ne sais pas où ils vont, je ne sais pas d'où ils viennent, et les 750 milliards d'achats de produits pétroliers, je ne sais pas d'où ils viennent. Je pense qu'on va effectivement acheter un peu de gaz LNG, en fait, davantage qu'aujourd'hui, un peu de pétrole léger s'ils sont compétitifs. Mais si vous avez le Moyen-Orient qui est plus compétitif, les compagnies européennes vont l'acheter du Moyen-Orient. Donc ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il faut qu'on garde cette capacité, justement. Déjà qu'on est mal loti. Là, l'Europe, au moins, contrairement aux autres pays, elle a tellement misé sur la libéralisation. C'était une passoire, en fait, au niveau économique,
que l'Europe n'a même pas en fait les outils pour acheter de manière centralisée du pétrole et obliger en fait ces compagnies des différents pays à acheter un pétrole qui vient d'une certaine région. Et je ne vois même pas le processus en fait que l'Europe pourrait mettre en place, processus rapide, pour pouvoir effectivement n'acheter que du pétrole américain. Ça n'a aucun sens. Ce truc n'a aucun sens. Et puis quand vous faites 750 milliards, il vous faut un prix aussi. Oui, c'est ça. Rien n'a du sens là-dedans. Voilà. Je trouve que la presse américaine l'a très mal traité. Ce problème-là, on a vu quelques très bons articles sur la presse européenne. Et la presse américaine, je ne sais pas ce qui se passe, elle a complètement baissé sa garde vis-à-vis de Trump. Elle n'a pas su discuter, en fait, l'ineptie économique liée à de telles annonces. Alors, Damien Herz, il y a une autre actualité qui était intéressante cette année, c'est ce fameux blackout en Espagne, qui a quand même marqué les esprits parce que pendant tout un temps, on se demandait un peu de quoi il s'agissait. Vous connaissez bien l'Espagne aussi. Est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui? Est-ce que vous voyez clair sur ce qui s'est passé? Est-ce que ça pourrait dire de ce qui pourrait nous arriver, par exemple? J'étais en Espagne lors du blackout. J'étais sur mon vélo elliptique en Espagne. Tout s'éteint, j'ai une petite salle de sport, je suis dans un petit village perdu dans la montagne. Et j'ai tout de suite su que c'était un blackout. Tout de suite su parce que j'avais des contacts au niveau du nord de l'Espagne. J'aurais demandé, c'est très étrange, est-ce que vous avez de l'électricité? Je suis dit, ah non, ça vient d'être coupé. Okay, je savais que c'était un blackout national. Et je savais plus ou moins le temps que ça allait durer. 12 à 15 heures, c'est le temps en fait pour récupérer le système après un blackout. Et il ne m'a pas fallu longtemps en fait pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Moi, je savais déjà, une semaine après, plus ou moins exactement ce qui s'était passé et j'avais 80% de l'histoire 24 heures après. Okay? Donc, dans les détails, je vais vous faire les détails pour vos lecteurs. Okay? Dans un premier temps, en fait, ils ont un phénomène d'oscillation qui se crée entre l'Espagne et la France. Très, très vieux comme phénomène. C'est un des premiers trucs que j'ai étudié comme jeune ingénieur en réseau électrique. Donc, ça a bien 30 ans ce truc-là. Ils ont fait, suite à ce système d'oscillation, vous devez l'amortir, donc ils ont fait ce qu'on appelle du redispatch de puissance. Donc ils ont diminué en fait un peu la puissance qui était générée en Espagne, parce que c'est quand ils exportent de la puissance vers la France que ça aussi. Ce redispatch de puissance les a amenés dans une région d'opération de leur réseau électrique qui était instable. Donc des tensions trop élevées dans le sud de l'Espagne. Ces tensions trop élevées sont causées principalement à cause du photovoltaïque, il ne faut pas se leurrer, ont participé à la déconnexion d'une grande quantité de génération, de dispositifs de génération d'électricité renouvelable, principalement du photovoltaïque. Ils ont perdu plus ou moins 10 gigawatts. Donc on est quand même par rapport aux 30 ans, vous aviez appris, il y a quand même ce phénomène nouveau qui accentue. Les 10 gigawatts ont fait en sorte qu'une rupture de synchronisme, vous voyez, c'est du très technique. Je vais vous expliquer pourquoi je vais avec le très technique. Une rupture de synchronisme qui s'est créée entre l'Espagne et la France, ça va. La rupture de synchronisme a fait en sorte qu'ils ont ouvert les lignes entre la France et l'Espagne. Les machines en Espagne sont passées, ont décéléré. Donc, c'est des machines qui tournent à 50 Hz décélérées, sont passées dans ce qu'on appelle un mécanisme de backswing instability. Donc, elles ont été déconnectées en sous-fréquence, probablement, et puis le reste du système s'est effondré. Vous voyez la complexité de la chaîne. Mais est-ce que ça veut dire que certains ont dit... Est-ce que vous voyez la complexité de la chaîne? Oui, mais certains ont dit que ça se pose surtout... Le problème se pose parce que l'Espagne est en bout de course. Est-ce que vous pensez, quand vous voyez les stupidités qui ont été faites au niveau de politique énergétique, ça va, en Europe, est-ce que vous pensez que dans les parlements, ils peuvent penser à des phénomènes aussi complexes en matière d'énergie, d'électricité? Oui ou non? Il y a quand même des experts qui les conseillent, j'espère, non? En Parlement, qui s'y connaît là-dedans? Personne. Absolument personne. Dans les cabinets, personne. On n'a jamais étudié ça. Sont quand même conseillés. Le problème, je suis d'accord avec vous, mais comment est-ce que vous consulte parfois, par exemple? Mais imaginez, en fait, quand vous êtes face à des phénomènes aussi complexes, donc les réseaux électriques, c'est une machine extrêmement complexe, et on sait qu'il va se créer encore de sales histoires. Donc il va y avoir d'autres blackouts qui vont arriver mais là, on dit souvent, dans les années. Juste par rapport à cet élément du fait que l'Espagne est en bout de course, est-ce que ça joue? Oui, pas trop, en fait. Ça peut très bien arriver ici en Belgique. Moi, je pense qu'en 2026... Oui, ça pourrait arriver ici. Oui, tout à fait. Ce que je veux vous dire,
c'est qu'on est en train de créer, avec ces renouvelables, cette électronique de puissance, une machine au niveau réseau électrique. Et je pense que je suis un des meilleurs spécialistes européens au réseau électrique, qu'on ne comprend plus. Donc je vous dis, on ne la comprend plus. Il y a plein de phénomènes qui sont inexpliqués là-dedans. Et vous n'avez aucune attention au niveau politique pour faire passer ce message visant à dire étudiez bien le système, faites attention parce que je pense qu'on risque de se planter, parce que c'est trop compliqué pour pouvoir pour intégrer ça au niveau des parlements. Donc ça veut dire qu'ils ne savent pas venir avec une législation appropriée pour que, par exemple, les gestionnaires de réseaux électriques étudient plus ces phénomènes-là. Les gestionnaires de réseau chez nous, Elia, Ores, je pense que tout le monde vont investir considérablement. Donc oui, mais les Espagnols, je sais que vous avez les Espagnols, ils sont quand même intelligents. Moi, je connais bien. R2E, c'est des gars intelligents. Ils se sont fait dépasser par ça. Ils ne l'ont pas vu venir. Ils ne sont pas cons. Ils ne sont pas cons. Ce que je veux dire, c'est la même chose. C'est un problème, en fait, ce qui s'est passé en Espagne, c'est un problème, finalement, qui se passe déjà à l'heure actuelle. On ne met pas assez d'attention quand on parle de transition énergétique sur les réseaux électriques. Oui, mais ça vous le dites depuis longtemps, mais en même temps, oui, on investit massivement maintenant. C'est déjà une bonne chose. Massivement, oui et non. On investit des sommes qui sont considérables, c'est des milliards et des milliards. Est-ce que c'est assez? Non, c'est pas assez. Okay. On est en train de se faire dépasser de tous les côtés dans les réseaux électriques. Regardez ce qui se passe dans les Pays-Bas, c'est la catastrophe. Ils ne savent plus rien connecter au réseau électrique. Okay. Oui, parce que l'enjeu, pour le rappeler, c'est l'électrification massive de l'industrie. Voilà. Et puis il y a les batteries qui arrivent, il y a les véhicules électriques, c'est des salles charges qui sont synchronisées avec des signaux de marché. Donc ils se font déplacer sur des bêtes trucs, genre il y a une congestion sur une ligne. Enfin, il ne faut pas être très intelligent. Vous savez qu'il y a autant de mégawatts qui peuvent passer sur une ligne. Vous avez une prédiction de la production. Vous savez que vous allez manquer de mégawatts de capacité de transport. C'est facile à anticiper. Mais ça, c'est un problème où on s'est déjà fait dépasser. Vous voyez, les photovoltaïques qui décrochent par des problèmes de tension, on s'est fait dépasser. On le savait depuis 10 ans. Et maintenant, on se reprend avec l'Espagne, quelque chose encore de vraiment complexe. On se fait dépasser complètement. Donc, on est en train, il y a une réalité en fait, au niveau consommation, production, nouveaux équipements dans les réseaux électriques, qui fait qu'on est dépassé pour les réseaux. Mais nous ne sommes pas prêts à cette électrification massive. On n'est pas prêt à l'électrification, on n'était pas prêt à opérer des systèmes électriques avec un haut taux de pénétration en fait, de renouvelables. On n'a pas étudié ça assez, on n'a pas fait assez de recherche fondamentale dans le domaine des réseaux électriques. C'est ça qui me fait peur en fait au niveau de l'Espagne. On n'a pas fait assez de recherche fondamentale. Et je vais vous raconter une histoire. Moi, je viens vraiment de cette communauté. Et mes premiers travaux de recherche, c'était sur ces phénomènes bizarres qui conduisent à des blackouts. Okay? Il y avait une grosse communauté dans le domaine des réseaux électriques qui étudiait ça. Des chercheurs de top niveau. Ils sont tous partis à la retraite. C'est devenu une toute petite communauté. Mais là, les gens n'ont plus que fait des marchés de l'électricité, mais ou d'autres choses. Mais vraiment étudier la machine réseau électrique en profondeur. Hein. Donc c'est une machine, vous devez voir ça comme un F-16 à piloter, il n'y a quasi plus personne. Donc, pourtant, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Mais oui, c'est le nerf de la guerre, mais je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est qu'il y a eu trop peu de blackouts pendant des dizaines d'années, ça va. Et alors, vous avez un peu baissé votre garde, ok. Et puis, voilà, des nouvelles maladies. On doit vraiment parler de maladies qui sont en train d'émerger dans les réseaux électriques, plein de nouvelles maladies. Et il n'y a plus personne pour les étudier. Et puis, à un moment donné, vous tombez sur un blackout. C'est un peu comme si vous aviez un patient malade qui tombe à un moment donné, mort, ou bien qui doit être hospitalisé. Et vous ne l'avez pas vu venir parce que vous n'aviez même pas de diagnostic préventif. Vous ne saviez même pas faire une prise de sang chez le patient pour voir de quoi il souffrait. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est comme si c'était un virus que vous ne saviez pas identifier. Et qui pourrait se reproduire, du coup... Non, pas qui pourrait. Je n'ai pas dit qui pourrait. J'ai dit qui va se reproduire. Okay. Il y a une grosse différence entre pourrait. Ça va se reproduire. D'accord. Ça va se reproduire, ça c'est clair. Ça c'est clair, ça va se reproduire. Et chez nous, potentiellement aussi. Et ça va se reproduire aussi chez nous. Oui, parce qu'on n'est pas prêt. On joue à l'apprenti sorcier. Et pour moi, il n'y a pas assez de focus là-dessus. Il faut donner aussi, moi je ne tape pas sur les gestionnaires de réseaux électriques, de transmission et de distribution, je dis juste, ils n'ont pas assez les moyens aussi pour maintenir de gros groupes d'experts, donc ce n'est pas 2-3 personnes, c'est 20 personnes,
pour étudier ça en profondeur et anticiper sur les difficultés qu'ils pourraient avoir. Ils doivent aller négocier ça avec leur régulateur. Leur régulateur, il se dit, t'as pas eu de blackout, pourquoi est-ce qu'on te donnerait, je sais pas, 2 millions en plus par an pour étudier ces phénomènes-là, ou 5 millions, hein, c'est peu de choses par rapport au désastre financier qu'est un blackout. Voilà, ils sont pris à la gorge. En plus, et ça, je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait d'erreur dans leur gestion. Les gestionnaires de réseaux électriques, ils ne sont pas aimés par le gouvernement, par les gens, quoi. On les voit comme des monopoles qui pompent du fric chez les gens. Hein, c'est comme ça qu'on les voit, qu'ils sont inefficaces. Qui, sur la facture, se ressent parfois. Ça peut se ressentir, mais on ne voit pas le rôle essentiel qu'ils ont dans la transition énergétique, dans notre approvisionnement en énergie. Alors le fait qu'ils aient parfois cette mauvaise réputation, je ne dis pas qu'ils n'ont jamais fait d'erreur, je ne dis pas ça, mais le fait qu'ils aient parfois qu'ils aient parfois une mauvaise réputation, fait en sorte que souvent on leur dit non, en fait, pour des choses qui sont tout à fait sensées. Ils doivent étudier plus ces phénomènes bizarres, parce que sinon je vais revenir chez vous dans 3 ans, vous allez ressortir cet extrait d'émission. Voilà, et vous allez dire, mais Damien l'avait dit clairement, elle dit clairement, et je le redis encore clairement. Et pour les trucs d'investissement, les congestions sur les réseaux de distribution, les tensions, les surtensions qui font en sorte que les panneaux photovoltaïques décrochent, je le dis depuis 10 ans. Et maintenant, c'est le bordel partout, Donc voilà, je ne sais pas ce qui se passe dans ce pays, mais dans l'Europe, mais il y a un problème. Les Chinois, ils ne vont pas faire ce type d'erreur-là. Hein. Les Chinois ne font pas ce type d'erreur-là. Ils investissent dans le renouvelable, les véhicules électriques, ils ne vont pas avoir de blackout, ils ne vont pas avoir des situations complètement ubuesques où les gens investissent dans du photovoltaïque et les panneaux photovoltaïques décrochent. Ils ne vont pas avoir ça. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond en Europe? J'ai une autre question, par exemple, brièvement, sur l'hydrogène vert, par exemple, qui a été présenté comme une nouvelle merveille, notamment pour l'industrie, et qui aujourd'hui, en tout cas en Europe, semble marquer singulièrement le pas. Ça va peut-être un peu mieux dans d'autres parties du monde. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous frappe, ça, ou pas? Mais l'hydrogène vert, c'est un mythe. Ça n'avait pas de sens. Dès le départ, ouais. Oui, ça n'allait pas de sens. Tout le monde le savait. Le problème, c'est que la DG Énergie de l'Europe, elle est terriblement faible. Moi, je ne sais même plus vous pointer dans la DG Énergie au niveau Europe vers un seul bon ingénieur là-dedans. C'est des fonctionnaires, c'est du tableau Excel. C'est jamais des gens qui ont vraiment travaillé dans le secteur de l'énergie. Ils sont grassement payés, je ne sais pas, ils vont dans des cocktails sans doute très sympathiques à Bruxelles où ils refont le monde, ils parlent d'hydrogène vert, enfin je ne sais même pas la couleur qui devient cet hydrogène après une certaine heure, mais ils n'y connaissent rien du tout. Tout le monde savait que c'était une hérésie. Vous n'alliez pas chauffer votre maison avec de l'hydrogène. Vous n'alliez jamais pour l'industrie, quoi. Mais vous n'allez jamais faire. Enfin, mais non, même pour l'industrie. Vous n'allez jamais construire un réseau à hydrogène. Enfin, ça n'a aucun sens. Vous avez déjà vu de l'hydrogène brûlé? Dites-moi. Oui, j'ai vu. Oui. Non, vous n'avez jamais vu. Non, vous l'avez jamais vu. Je n'ai jamais vu. Vous n'avez jamais vu une flamme d'hydrogène brûlée. La flamme, la flamme est invisible. C'est une merde comme gaz, pour plein de raisons. Une des raisons, par exemple, quand vous avez un feu d'hydrogène, vous ne voyez même pas la flamme. Vous ne voyez même pas la flamme, c'est super dangereux en fait. C'est un gaz qui passe au travers de tout, qui a une densité énergétique beaucoup trop faible. Non, l'hydrogène vert tel que la Commission l'a conçu n'a aucun avenir. On a perdu une fortune, des milliards, on a perdu beaucoup de temps. On a fait croire aussi, ça c'est le plus important, qu'on avait une solution à des problèmes de décarbonation qu'on n'avait pas. Donc ils sont allés full speed dans une direction en pensant qu'ils avaient une solution qu'ils n'avaient pas. Il n'y a eu aucune réflexion là-dedans. Maintenant, est-ce que l'hydrogène est mort? Non. L'hydrogène, c'est une molécule en fait qui est très sympathique pour être utilisée comme feedstock intermédiaire pour faire d'autres molécules riches en énergie. À partir d'hydrogène, vous pouvez aussi capter du CO2 dans l'atmosphère, faire réagir cet hydrogène avec le CO2 dans ce qu'on appelle une réaction de Sabatier et faire du CH4 synthétique. Donc du gaz naturel. Donc moi j'étudie par exemple je travaille beaucoup avec l'industrie dans des modèles de ce qu'on appelle de hub énergétique, qui sont lointains. Donc vous allez mettre des panneaux photovoltaïques où vous avez beaucoup de soleil et peu de fluctuations intrasaisonnières près de l'équateur. Vous faites une électrolyse de l'eau, vous faites de l'hydrogène à partir de là, vous pouvez capter du CO2, vous faites du CH4 et vous exportez ça vers l'Europe. Vous n'exportez pas d'hydrogène, vous exportez une molécule neutre en carbone. Okay? Ça, je pense que ce sont des business models qui vont sans doute arriver. Il y a des entreprises qui développent ce type de business model-là. Mais ce ne sera pas l'hydrogène qui sera utilisé comme
comme molécule en fait finale pour la consommation. Vous me tendez la perche pour une dernière question sur votre autre casquette. Enfin, vous êtes un tout, évidemment, mais vous êtes aussi un entrepreneur. Vous êtes un chercheur réputé, mais vous êtes aussi un entrepreneur. Racontez-nous un peu ça. Ben écoutez, la première chose à faire, c'est qu'au niveau recherche, moi je travaille sur toute une chaîne. Je travaille sur des contributions fondamentales, notamment en algorithmique, en IA, et je vais jusqu'à l'application. Et c'est souvent l'application qui me nourrit de nouvelles questions scientifiques. Donc moi, je suis un chercheur, j'ai toujours été un chercheur très proche de l'industrie. Je travaille beaucoup avec l'industrie. Je pense que je travaille très bien avec l'industrie parce que j'écoute vraiment l'industrie. Donc ça, c'est une spécificité. Et vous n'avez pas tant de chercheurs qui sont vraiment dans cet état d'esprit-là. Et effectivement, j'ai aussi, il y a quelques années, en fait, lancé une compagnie qui s'appelait Blacklight Analytics. On a fusionné avec une autre compagnie qui s'appelle Ology. Je suis toujours le Chief Scientific Officer de cette compagnie-là. Et on vend des solutions software ou des services à l'industrie électrique, l'industrie de l'énergie au total. Moi, en fait, je suis vraiment, même au niveau académique, pour des modèles, en fait, où les profs du NIF, après un certain nombre d'années, et encore une fois, moi je ne veux rien imposer, je suis pour la liberté, en tout cas, que les gens passent à temps partiel aussi dans le privé. Je suis vraiment pour cette interaction très forte entre le privé et le secteur public. Là, je travaille sur une nouvelle compagnie que je vais lancer. Donc, à la base, moi, je suis un chercheur en intelligence artificielle, donc je fais énormément d'intelligence artificielle. Je travaille depuis des années avec le secteur de la défense. Je fais de l'IA pour le secteur de la défense. Ce n'est pas des nounours en chocolat, il ne faut pas se leurrer. Et effectivement, on va lancer aussi très prochainement une petite boîte, une start-up en fait, comme on l'appelle dans ce secteur-là. Voilà, ce sera une aventure, c'est une aventure entrepreneuriale, c'est risqué. Pour moi, c'est essentiel en fait. Vous avez deux secteurs qui sont essentiels. Et intégrer vous avez les deux secteurs qui sont essentiels en Europe, c'est l'énergie et c'est la défense. Voilà. Vous devez réussir dans ces deux secteurs-là. Et voilà, je suis heureux aussi de travailler de manière entrepreneuriale. Enfin, je vais travailler de manière entrepreneuriale dans le futur, dans ce secteur de la défense. Et j'espère que ça permettra d'aider toute l'industrie de la défense belge. Merci beaucoup, Damien Ernst. Voilà une expression bien inspirante. On voit que l'académique, la recherche et l'entrepreneuriat peuvent travailler main dans la main. C'est plutôt une leçon à retenir. Merci à tous. La semaine prochaine.